Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Christelle Jarny. Elle est candidate de lutte ouvrière aux législatives dans la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Vitré-Laguerche. Elle a fait la route pour être avec nous ce matin en studio, au micro de la matinale. Je vous en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique ce matin, on va parler aussi des travailleurs et de lutte ouvrière. Alors lutte ouvrière, je commence par là, qui n'a pas voulu rejoindre le nouveau Front populaire. Voilà, vous trouviez que, en tout cas lutte ouvrière trouvait que ce n'était pas une bonne formule. Alors écoutez, le nouveau Front populaire, c'est un petit peu l'idée de recréer les jours heureux, hein, c'est un petit peu ça. Alors les jours heureux, il faut voir un peu qui est dedans, des gens quand même comme Hollande, qu'on a connu comme président, hein, avec tout ce qu'on peut en dire. Voilà. Et nous, ce qu'on voit, ce qu'on a envie de dire, c'est que depuis 40 ans, la gauche s'est soumise au grand patronat. La gauche a déçu tous ceux qui ont cru en elle. La gauche a trahi quand même la confiance de l'électorat populaire. Et ça, il faut quand même pas l'oublier. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le RN, il faut quand même voir cette responsabilité de la gauche. On va en dire un mot, hein, justement, de cette poussée de Rassemblement national. Oui. La gauche a déçu finalement, j'allais dire le peuple des travailleurs, si vous me permettez le terme. Oui, tout à fait, parce que ça a commencé, moi j'étais toute jeune à l'époque, mais la victoire de Mitterrand, j'étais quand même encore assez grande quand même pour voir ce qui se passait. C'était une liesse populaire, enfin vraiment les gens étaient heureux. Et ça peut se comprendre, après 25 ans de droite, la victoire de Mitterrand, c'était un événement incroyable, hein, pour les gens. Sauf que ça c'était en 81, en 82, 83, ça a été l'austérité. Moi j'ai entendu parler de la grève de Talbot qui avait été réprimée quand même très 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 durement. Il y a eu une dérégulation des marchés financiers, il y a eu tout ça. Il y a eu une glorification de la bourse du coup, des privatisations ensuite qui ont été plus faites par la gauche que par la droite finalement, hein, quand on fait le compte. Il y a eu tout ça. Donc, il y a les 35... Enfin, on pourrait faire la liste. Hein. Il y a eu les 35 heures à la sauce Aubry qui ont surtout permis pour les patrons d'adapter comme ils voulaient une flexibilité. Il y a eu... On peut vraiment en faire des tonnes là-dessus parce qu'il y a des tas d'exemples. Il y a eu la loi travail après. On a eu Hollande. Il y a eu la loi travail. Moi, je m'en rappelle bien parce que j'étais dans la rue à ce moment-là et c'était bien réprimé aussi. On était sous Hollande. La gauche, elle a fait tout ça. Et c'est donc pour cela, finalement, c'est pas la gauche que l'on pouvait imaginer, une gauche populaire, une gauche qui soutient les plus précaires, ceux qui ont le plus de mal, finalement, y compris dans leur vie de travailleurs. C'est pas cette gauche-là, selon vous, qu'incarne le nouveau Front populaire? Déjà, moi, je voudrais parler, parce que ça s'appelle le nouveau Front populaire, parce qu'il y a eu un Front populaire, hein, en mai-juin 36. Et j'ai envie de rappeler quand même ce qu'a été le Front populaire à cette époque-là. On sait que le gouvernement des Fronts populaires a donné les congés payés la semaine de 40 heures, je crois, aux travailleurs. Mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que ce qui a apporté ça, ce sont les grèves, ce sont les occupations d'usines qui ont apporté ça. Parce que sinon, je crois que ces congés payés, on les aurait pas eus. D'ailleurs, je crois que c'était pas du tout dans le programme du Front populaire. Seulement, il se passait ce qui se passait dans les rues, dans les usines qui étaient occupées. Et finalement, je pense que le patronat de l'époque a eu peur. Il avait raison d'avoir peur parce que ce qui se passait, ça pouvait même aller plus loin, je pense. Donc, le gouvernement Front populaire, pour calmer tout le monde, a donné ça aux travailleurs. Et moi, je me rappelle quand même de la phrase de Thorez, hein, qui disait « il faut savoir arrêter une grève ». Voilà, donc tout est dit quand même. Cette fameuse phrase de Maurice Thorez. Le nouveau Front populaire, il parle de mettre un bulletin dans les urnes, il parle pas forcément de faire grève et de se battre pour ses droits. Je crois pas qu'il parle de ça. Donc on peut être défiant envers ce qu'il a proposé une fois, les bulletins sortis des urnes. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la grève a encore un impact? Je me fais un peu provocateur, mais est-ce que la grève a encore un impact aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut faire bouger des choses? On a l'impression qu'en ce moment, il ne se passe pas énormément de choses, même si en fin de compte, il y a des foyers de contestation dans beaucoup d'endroits. Hein. Mais on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et que donc la grève, c'est quelque chose qui est usé, qui est périmé et qu'il faut trouver autre chose. Nous, en tant que lutte ouvrière, on pense que de toute façon, la seule solution pour les travailleurs, c'est de décider eux-mêmes de leur sort. Et ils n'ont pas 36 façons de décider de leur sort. Décider de leur sort, ça passe par effectivement
les sacrifices que sont la grève et puis la lutte collective. D'ailleurs, la lutte collective, ce que ça a de bien, c'est que vous bossez dans une usine, il peut y avoir 30 nationalités. Et ben cette lutte-là, ça montre aux gens que finalement, leurs intérêts à eux, ils sont bien plus grands que les intérêts que les patrons essaient de faire croire qu'ils ont ensemble. Là, ils se rendent compte, il n'y a plus de racisme, ce sont des travailleurs qui se battent ensemble. Pour nous, la seule solution, c'est celle-là. Elle n'est jamais électorale, ça c'est sûr. Alors justement, là pour le coup, il y a des élections, les élections législatives anticipées. Il y a eu cette dissolution au soir du 9 juin après les européennes, qui ont été, il faut bien le dire, perdues par le camp présidentiel. Vous attendiez à cette dissolution, vous disiez, voilà, il va se passer quelque chose? Non, moi, ce que nous, on avait analysé et prévu, c'est effectivement la montée du RN pour toutes les raisons que je disais. La dissolution, non, j'y avais pas forcément pensé, c'est la décision de Macron, voilà. Non, pas plus que ça. Alors, justement, cette montée du Rassemblement National, elle est effective aujourd'hui, on l'a vu. On a vu cette carte de France et cette carte de Bretagne. La Bretagne n'est pas une terre d'élection du Rassemblement National, se teinter en bleu foncé. Est-ce que j'imagine que ça vous inquiète, ça vous interpelle, cette montée du Rassemblement National. Est-ce qu'il y a une détresse? Est-ce que les gens aujourd'hui veulent casser le système ou disent, voilà, on en a marre, on a tout essayé, ça marche pas, on essaie autre chose? Déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on comprend complètement l'inquiétude des gens qui voient cette montée du Rassemblement National. Ils sont inquiets, ils n'ont pas tort. Hein. Ça, on le comprend tout à fait, y compris dans la population d'origine immigrée. Ça, tout à fait. Mais pour ceux qui ont voté Rassemblement National, c'est un ras-le-bol, parce que voilà, je crois que c'est 7 millions, le chiffre à l'échelle nationale. On imagine bien que tous les gens qui ont voté Rassemblement National ne sont pas tous racistes ou quoi Exactement, que ce soit. ça j'allais vous le dire. Tous ceux qui votent Rassemblement National sont bien sûr pas du tout des fascistes, des racistes, bien sûr. Mais le vote Rassemblement National, c'est un vote qui est dû aux divisions que le patronat fait toujours entre les travailleurs. Et ces divisions-là, elles sont créées et entretenues par le capitalisme. Ils ont tout intérêt, parce que pendant qu'on se divise entre nous, les vrais problèmes, on en discute moins, parce que on essaye de voir la solution là-dedans, quoi. Ce qui pour nous est une erreur totale, parce que pour un travailleur qui ne vit que de son travail, voter Rassemblement National, c'est vraiment voter contre lui-même, c'est voter contre son camp. C'est plus, selon vous, une grande colère, un ras-le-bol. Mais c'est sûrement une colère, ça, un ras-le-bol. Ce sont des gens qui peuvent même plus s'acheter de viande parce que les prix augmentent. L'illusion qu'en fait le travailleur d'origine émigrée, l'étranger, c'est la source des problèmes. Je le dis, mais j'ai vraiment envie de le répéter. Elle est créée, entretenue tout le temps par ceux qui tiennent les rênes de nos vies, quoi, en fait, parce que c'est presque ça. Il y a aussi le déclassement, on le voit aujourd'hui, les gens ont du mal à vivre. Bien sûr, ils ont du mal à vivre, on est d'accord. Voilà, sur le pouvoir d'achat, mais il y a aussi le déclassement, même dans les campagnes, où les gens n'ont plus de poste. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, les services publics ont disparu. Bien sûr. C'est difficile de trouver un train quelque part en Bretagne parfois. Est-ce que là aussi, aujourd'hui, il faut repenser un autre système qui soit finalement au service de chacun? Ça, je vais pas vous dire le contraire. Hein. On est quand même à lutte ouvrière. Hein. Mais je vous tends un peu la perche. Oui. Alors, le RN se présente comme anti-système. Et ceux qui votent RN, peut-être, ont l'impression qu'ils vont pouvoir renverser la table et être sur autre chose. Nous, on dit que c'est vraiment pas le cas, parce que pour nous, le RN, déjà, il est tout à fait pour le grand patronat. D'ailleurs, il les rassure très très bien. Et là-dessus, on sait que de toute façon, sur ce plan-là, au niveau des difficultés que vivent les gens pour manger, se loger, se chauffer, et j'en passe et des meilleurs, rien ne changera, parce que de toute façon, c'est le grand patronat qui décide. Le RN sera à sa botte, tout comme d'autres l'ont été d'ailleurs, là-dessus. Rien ne changera pour le monde du travail. Et puis, on parle beaucoup de privatisation aujourd'hui. Alors, on pourrait parler du service public de l'audiovisuel, mais on parle beaucoup de privatisation pour faire des économies, pour essayer d'endiguer la dette abyssale du pays. Selon vous, c'est une erreur, ces privatisations? C'est casser encore un petit peu plus ce qui restait? De toute façon, les privatisations, comme on dit, on nationalise les pertes, on privatise les profits. De toute façon, c'est un peu ça l'idée. Donc ça va avec tout le reste, en fin de compte. Ça va avec toutes les décisions qui sont prises par le grand patronat, les grandes fortunes.
c'est une chose parmi d'autres de toute façon. Quand vous voyez la casse des hôpitaux, la casse des services publics au total, on sait pourquoi. C'est parce que il faut dégager du pognon. Et de toute façon, on préfère mettre du pognon dans l'armement, ça certainement, là, il n'y a pas de problème, que de la mettre dans des hôpitaux, des écoles, dans des services publics de qualité, ça c'est certain. On a préféré finalement la rentabilité au service. Depuis longtemps, mais on va dire que ça continue. Alors, vous parliez de l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital est en détresse. Oui. Dans certaines communes, là, on pense à Guingamp, on fait venir, ou en tout cas, on essaie de faire venir des médecins cubains, en l'occurrence. Là aussi, on a besoin d'étrangers, finalement, pour pouvoir faire fonctionner notre pays. J'allais presque dire, d'un autre côté, on entend les Français qui disent il y a trop d'émigrés, c'est un problème, il y a une peur de l'émigré. Pour vous, c'est un faux problème ? Oui, c'est forcément un faux problème parce que moi je pense qu'il faut avoir plus peur des grands patrons que des immigrés. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'ils font bien plus de casse qu'un immigré qui casse quelque chose, à mon avis. Hein. Oui, je pense que la peur a été déplacée sur l'immigration parce que c'est sur les boucs émissaires. Pendant ce temps-là, tout ce qui est cassé par les grandes fortunes, tout ce qui est cassé au niveau de la vie des gens, je parlais des services publics, c'est pas un mauvais exemple. En fin de compte, il faut pas discourir là-dessus, quoi. Il faut pas demander des comptes. Il faut surtout pas demander des comptes. Donc la peur de l'immigré, elle est entretenue, mais par tous les médias, par tout le monde en fin de compte. Elle a été mise dans la tête des gens. Selon vous, les médias, vous venez de prononcer le mot des médias. Les médias ont une responsabilité dans le climat actuel. Il suffit de voir qui les possède. Hein. Alors nous, on est médias libres et indépendants, hein, je le dis tout de suite. Oui, je parlais pas de vous. Je parlais des médias, des grands médias qui tiennent le haut du pavé et qui effectivement appartiennent à des Bolloré, à quand même des grands groupes financiers. Voilà, donc selon vous, il y a quand même une forme d'influence des médias sur la politique finalement, ou la vie politique. Écoutez, ceux qui détiennent l'argent, ils détiennent aussi les moyens de faire passer les idées pour continuer à gagner leur argent et en gagner encore plus. D'ailleurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Le CAC 40 s'est jamais aussi bien porté, même à l'époque du Covid. Alors, on va parler un petit peu du programme de lutte ouvrière, parce que c'est important de vous présenter, hein, je le disais, en commençant donc pour être député dans cette 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, on voit, vous le disiez, qu'il y a beaucoup de profits des grandes entreprises. Alors, on pourrait citer Total et d'autres qui font d'énormes profits. Vous êtes pour une taxation des super profits, une taxation rapide des super profits? Déjà, ce que je veux dire, c'est que nous, notre programme, il n'est pas électoral. Hein. J'en ai parlé un petit peu. Nous, c'est un programme de lutte. On n'est pas des politiciens. On est assez content d'ailleurs de dire qu'on n'est pas des politiciens et qu'on est avant tout des travailleurs et que on est dans le camp des travailleurs parce que ce que subissent les gens, on le vit aussi. Hein. Je veux dire, voilà. Alors, taxation des super profits. Alors ça, c'est des mots qu'on entend pas mal en ce moment. Après, voilà, je demande à voir. Ce sont des phrases qui sont employées, à mon avis, peut-être pour faire bien, je sais pas. À des fins électorales, comme l'on dit. Nous, on est pour, de toute façon, déjà le contrôle des comptes. Enfin, je veux dire, c'est même plus une question de taxer des super profits, de savoir à partir de quel profit on va taxer. Le but, c'est de prendre l'argent là où il est, et on sait que l'argent, il y en a. Enfin, je veux dire, qui peut dire le contraire à l'heure actuelle? Donc, taxer les super profits, c'est pas la phrase que j'utiliserais. Parce que c'est... Il faut quand même éventuellement que les grandes entreprises participent à une forme d'effort national, on pourrait le dire comme ça, à un moment où on a besoin d'argent pour faire fonctionner le pays. De toute façon, les grandes entreprises, ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, c'est pas en leur demandant gentiment d'être un peu plus gentils, justement, que ça va donner quelque chose, parce que ça... Voilà, à mon avis, ça n'a aucun impact. Ils détiennent l'argent, ils détiennent les moyens de production, et ceux qui produisent face à ça, ils ne sont rien du tout. Donc leur demander de payer un peu mieux leurs salariés, à mon avis, ça n'a aucune, ça n'aura aucune incidence. Voilà. Donc, comment faire alors pour pouvoir concrétiser justement cette lutte que vous défendez? Ça commence déjà par la lutte, évidemment, qui est le seul moyen pour nous, de toute façon, de se faire entendre, parce que sans bagarre. Ça continue et ça va s'aggraver, quoi. Il faut un rapport de force, finalement. Il faut un rapport de force. Moi, je crois au rapport de force. Je pense que même si en ce moment on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, la colère est quand même dans la tête des gens.
Elle est dirigée en ce moment vers des choses qui, à mon avis, sont des poisons pour les travailleurs, mais elle peut être dirigée vers autre chose. Et je pense que c'est non seulement, enfin, je crois que c'est possible, mais je pense surtout que c'est nécessaire et qu'on n'a pas d'autre choix. Comment aller arracher l'argent pour avoir des services publics de qualité ? Mais il faut le demander autrement qu'en étant gentil. Mmh. On a entendu le président de la République s'exprimer sur un média il y a quelques jours en prononçant le mot de guerre civile, ce qui fait quand même un petit peu peur, il faut bien le dire. Si le RN arrive au pouvoir ou si d'un autre côté le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, on peut basculer vers la guerre civile. Ce sont les mots du président de la République. Comment vous les avez reçus, ces mots-là ? Bah écoutez, lui déjà il prie pour sa paroisse, hein, donc bon déjà ça. Le RN qui arrive au pouvoir, bon, je suis pas pressé de voir ça. De toute façon, je n'ai aucune visibilité sur ce qui peut arriver dans l'avenir. Je ne sais pas du tout. Moi, je suis pas contre la guerre. Si c'est la guerre du camp des travailleurs contre le camp de ceux qui les exploitent, ça, voilà. Dans ce sens-là, moi je veux bien qu'il y ait une grosse bagarre, ouais. Parce Voilà. qu'il y a que ça qui marche, et dans le passé, on l'a vu. Sans aller jusqu'à la guerre civile tout de même. On appelle ça comme on veut. Sur votre programme, on parle aussi des nouvelles réformes qui ont été mises en place. On pense à la réforme sur les retraites, à la réforme sur l'assurance chômage qui devrait être, en tout cas le décret devrait être publié dans quelques jours, en tout cas la loi devrait être publiée dans quelques jours. Il faut les casser ces réformes-là, il faut refaire de nouvelles lois, il faut changer cela. Bah, évidemment, puisque à chaque fois, ce sont des lois qui sont des nouveaux coûts qui sont portés au monde du travail, hein. La loi sur l'allongement de l'âge de la retraite, mais il y a des gens qui sont cassés à 50 ans dans les usines, on le sait bien. Il y a des gens qui, ça s'entend, quand on a vraiment travaillé et qu'on a produit ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous, on est forcément fatigué. Il y a des gens qui, de toute façon, 64 ans, 65 ans, et pourquoi pas plus, de toute façon, ils n'iront jamais jusque-là. Parce que leur corps ne pourra pas aller jusque-là. Or, voilà. L'assurance chômage, de toute façon, c'est la même chose. On licencie de plus en plus. Donc, forcément, des chômeurs, il y en a de plus en plus. Enfin, je veux dire, c'est mathématique. Il y a ça. Il y a aussi la loi immigration. Alors, on n'en a pas parlé, mais voilà, oui, effectivement. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Effectivement, tout ça, ce sont des coups contre les travailleurs, et ce sont des manières aussi de les diviser entre eux. On ne peut pas forcément cautionner ces lois qui sortent. De toute façon, il y a aucune raison. Elles sont complètement, contraires à ce qu'il faudrait pour les travailleurs, pour ceux qui produisent. Parce que je le dis, mais je le répète. Alors, justement, les travailleurs aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont un peu résignés, parce que voilà, il y a le contexte économique, il y a le contexte politique. Alors, on le voit, ils ont du mal à vivre. Alors, on parle de pouvoir d'achat. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Le salaire ne suffit pas, les indemnités ne suffisent pas, les gens ont du mal à se loger. Les jeunes qui s'installent ou qui commencent à travailler ont du mal à se loger. Là aussi, il faut avoir des mesures plus coercitives, plus volontaristes, plus guerrières, si vous me permettez le terme. Ah bah, évidemment, tout passe par la bagarre, hein, par la lutte. Ça, c'est pareil, je me répète, mais je sais pourquoi je le fais. Les salaires, de toute façon, ils devraient être indexés sur l'augmentation des prix. Enfin, les salaires, les pensions, les allocations, forcément, parce que moi, je connais plein de gens qui travaillent, qui travaillent et qui ne vivent pas leur travail, qui quittent leur boulot pour essayer de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais l'herbe, elle est pas verte dans beaucoup d'endroits en ce moment. Hein. Donc, de toute façon, moi, je pense qu'on doit exiger. Et l'augmentation des salaires, c'est quelque chose qui doit s'exiger et qui doit effectivement est exigé très fortement par des luttes, parce que ça, les augmentations de salaire, on les aura pas comme ça. On a entendu, pardonnez-moi, le nouveau Front populaire demander, exiger finalement un SMIC à 1600 euros. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas assez ? Oh bah dans l'idée, moi je suis même pour le SMIC à 2000 euros, hein, vous savez, et encore, on vit pas comme des rois avec 2000 euros par mois à l'heure actuelle, hein, parce que bon... Quand vous voyez l'augmentation des prix, moi je me rappelle qu'à un moment il y a des gens qui me disaient, mais dis donc, on a l'impression que tout est produit en Ukraine là, parce que ils avaient bien compris que l'augmentation des prix, elle était tout à fait artificielle et que c'était juste parce que ceux qui augmentent, ils font ce qu'ils veulent. Alors justement, on a entendu
Bruno Le Maire s'exprimait suite au déficit important de la France, plus 1000 milliards d'euros. On a plus de 3000 milliards d'euros de déficit, qui a pointé la crise du Covid, la crise des Gilets jaunes, qui a pointé aussi la guerre en Ukraine. Alors on sait évidemment que Lutte ouvrière est plutôt un parti pour la paix, pour éviter qu'il y ait des guerres, et puis voilà, pour défendre en tout cas ceux qui ne sont pas pour les guerres et pas pour l'armement, hein. En tout cas, si j'ai bien lu votre programme. Est-ce que aujourd'hui, finalement, ces guerres, alors on pense à la guerre en Ukraine, ont bon dos, si j'ose dire? En tout cas, elles ont permis sans doute aux marchands de canons de s'enrichir, et puis à des grands groupes de s'enrichir, hein. Je sais que Auchan, il a licencié du monde en France, mais par contre, il a installé des usines en Ukraine. Enfin, je veux dire, la guerre, pour certains... moi, je pense à la phrase, je crois que c'est Anatole France qui a dit ça, hein. On croit mourir pour la patrie alors qu'on meurt pour des industriels. Mais j'aime bien cette phrase, elle est tellement vraie. En fait, c'est ça. Dans la guerre, il y a surtout les profiteurs de guerre. Il y a les puissances impérialistes ou capitalistes qui s'affrontent entre elles, parce que pour du territoire, pour du pouvoir, voilà. Et après, on met le nationalisme dans les pattes des gens pour leur faire croire que cette guerre, elle est nécessaire, voilà, on leur donne des idées qui, à la base, les faiseurs de guerre, c'est pas ça qu'ils voient. Il faut se défendre quand même. On peut imaginer quand même une industrie de défense qui là aussi va permettre à des travailleurs de pouvoir avoir des emplois. Est-ce que, de votre point de vue, elle est quand même nécessaire, cette industrie de défense, ou faut vraiment arrêter tout en ce sens? S'il s'agit de créer des emplois, moi je vois plein d'endroits où on peut en créer des emplois. On peut en créer à l'hôpital, on peut en créer dans l'enseignement, on peut en créer dans tous les services dont la population a besoin. Je veux dire, si c'est juste une question de créer des emplois, on peut en trouver. On parlait du Rassemblement national tout à l'heure. Jordan Bardella a proposé son programme. En tout cas, on a dévoilé une partie en conférence de presse. On a entendu beaucoup de mesures sur l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation, vous en parliez à l'instant de l'éducation, c'est important. On s'interroge sur le fait qu'on a laissé un petit peu filer l'éducation et qu'on n'est plus au niveau aujourd'hui. Vous parliez d'emploi. Là aussi, c'est, j'allais presque dire, le maître mot, l'éducation, pour les générations futures, pour avoir des gens qui pourront travailler plus tard, qui pourront être instruits aussi, qui pourront décider. On a l'impression aujourd'hui que l'éducation nationale n'est pas au niveau. Là aussi, il faut des mesures importantes. C'est comme à l'hôpital, c'est comme dans les services publics. Je pense à l'hôpital parce que je sais que ça fait peut-être des dizaines d'années qu'il y a des lits qui sont fermés. Et à l'époque du Covid, ça n'a rien changé. Donc dans l'enseignement, c'est différent, c'est la même chose, je veux dire. C'est choquant aujourd'hui dans les hôpitaux. Je fais juste une petite parenthèse de voir des gens qui meurent dans les couloirs d'hôpitaux, dans les urgences, au service des urgences. Pendant que l'armement fait plein de fric, pendant qu'on met de l'argent dans l'armement, pendant qu'on met de l'argent. Voilà, et c'est pour ça que je reviens sur le fait de dire que attention, l'immigration c'est une peur, alors qu'en fait, si il y a moins d'immigrés. Moi, je crois pas que la situation du bon français va changer parce que de toute façon, même si ça dégageait de l'argent, il irait pas là où nous on a besoin. L'argent, il ira dans le remboursement de la dette, il ira dans l'armement, il ira dans, je sais pas moi, pour enrichir encore ceux qui ont plein de fric. Mais il ira pas dans les poches des travailleurs. Cet argent-là, il ira jamais. Il ira dans des coffres forts. Il faut avoir un plus grand contrôle sur ce que l'État fait de l'argent des Français. Ah mais nous, on est totalement pour le contrôle, déjà dans les entreprises, pour ouvrir les livres de compte, pour voir ce qu'il y a dedans. Et je crois même si on peut se douter, je crois qu'on aurait encore des surprises parce qu'on doit être en dessous de la réalité. Mais oui, nous, on est absolument pour ce contrôle-là. Parce que regardez ce qui se passe avec les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils se font un peu massacrer parce que, oh là là, attention, ils violent un tabou en faisant ça. Alors même si aujourd'hui il y a un contexte juridique quand même pour pouvoir être protégé quand on est lanceur d'alerte, mais selon vous ça suffit pas? Non, moi je pense qu'être lanceur d'alerte, ça peut même se retourner contre vous. Enfin, imaginez que dans votre entreprise il se passe quelque chose de pas très clair et que vous le divulguiez. À mon avis, ça va pas aller très très bien pour vous. Je crois pas. Si vous êtes élu demain, on va se projeter un petit peu. C'est quoi votre premier dossier, votre première bataille, votre première bagarre?
La première, il y en a sûrement pas mal à mener. Hein. Bon, c'est pas un piège, hein. Non, mais je vous fais confiance là-dessus. Hein. C'est déjà l'urgence, c'est le niveau de vie, le niveau de vie. Que les gens puissent vivre décemment. Donc déjà, vraiment indexer les salaires sur toutes les augmentations. Que les gens puissent vivre à peu près correctement. Je connais des gens, ils mangent de la viande un jour sur 3 parce que la viande est trop chère. Genre, on connaît, ils se chauffent même plus. Ça, c'est déjà une base, c'est l'urgence. De leur donner aux gens de quoi vivre un petit peu correctement, on va dire. On entend beaucoup de souffrance dans les métropoles, dans les villes. Bien sûr. Vous venez d'un côté de Rennes, hein, donc oui. c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais on a aussi la souffrance des campagnes. On a l'impression aujourd'hui qu'on a oublié cette souffrance des campagnes. On parlait tout à l'heure de l'absence des services publics, d'une forme d'oubli qui d'ailleurs oriente forcément le vote vers le Rassemblement national. Oui. Il faut essayer d'éviter de mettre en compétition les villes et les campagnes. Vous savez, moi, je vois les choses de telle façon que je pense que il y a beaucoup, par exemple, de petits paysans qui sont leurs propres patrons, mais leur patron, c'est plutôt leur banque. Et donc, il y a les prolos des villes, je pense qu'il y a aussi les prolos des champs. Ça, c'est sûr. Vous entendez la colère du monde agricole aujourd'hui qui elle s'est exprimée il n'y a pas trop longtemps, et moi, je comprends très très bien. Je parle pas des gros paysans, je sais pas si on peut les appeler comme ça, hein, mais les petits paysans, certains d'entre eux, ils vivent certainement pas mieux qu'un ouvrier, ça c'est sûr. Et leur colère est légitime de toute façon, oui. On a l'impression d'un monde qui a basculé, le monde des ouvriers au monde des startups, la fameuse Startup Nation défendue par le président de la République. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut remettre un peu d'humain dans tout cela? Remettre de l'humain, c'est changer de société déjà. Parce que le capitalisme, il n'est pas fait pour être humain, et on le voit de plus en plus. Hein. Donc, de toute façon, pour remettre de l'humain, je crois qu'il faut renverser la table, mais à notre sauce à nous, tel que nous, on le dit, et changer ce système. Parce que ce système, il n'a aucun sens. Il marche complètement sur la tête. Il y a des gens qui crèvent pendant que d'autres font je sais même pas ce qu'ils feront de leur pognon, tellement ils en ont, mais ils en font encore plus. Ce système-là, de toute façon, on voit bien qu'il est... il arrive au bout, ce système. Il est complètement pourrissant. Il arrive au bout, ce système. Moi, je crois qu'il arrive au bout, parce que on sait même pas de quoi on va crever. Est-ce qu'on va crever sous une bombe? Est-ce qu'on va crever de misère? Est-ce qu'on va crever d'une catastrophe climatique? Je veux dire, on a l'embarras du choix, de savoir à ce niveau où le capitalisme nous a mis, de savoir, mais comment on va y survivre? Pour moi, oui, c'est un système qui est en bout de course, de toute façon, qui a été peut-être novateur, progressiste à une époque, où les grands bourgeois investissaient dans des machines, à l'époque où des bateaux faisaient le tour du monde. Il a été effectivement progressiste, mais il l'est plus depuis longtemps. Maintenant, il pourrit dans la bourse, il pourrit et puis on voit au niveau de la vie des gens, et regardez au niveau mondial comment les gens crèvent de ce système-là. Oui, pour moi, ce système-là... soit on le change, soit advienne que pourra. On est dans un système individualiste aujourd'hui où finalement on a oublié la valeur travail. Alors quand j'entends la valeur travail, c'est d'aller travailler, de gagner un peu de sous quand même pour vivre. Oui. Là aussi, il faudrait changer. Il faudrait revenir à des valeurs plus importantes sur le travail, sur la collectivité, le collectivisme. Hein, on entend beaucoup parler de collectivisme. C'est sûr que moi je crois aux valeurs de se mettre tous ensemble et de se battre contre ce système-là, ça c'est sûr. Après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le système dans lequel on est, il n'encourage pas du tout à ces valeurs-là, bien au contraire. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter. Christelle Jarny, candidate de lutte ouvrière aux législatives dans la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Vitré-Laguerche. Et vous êtes venue ce matin en direct au micro de la matinale. Je vous en remercie. Moi aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Également. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.